Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 19 octobre 2017. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu de cette émission, une offensive est lancée dans Portneuf pour assurer la sécurité alimentaire de tout citoyen jeune ou moins jeune. Les candidats au poste de maire ou de conseiller usent de toutes les stratégies pour aller chercher le vote. La Corporation de transport régional de Portneuf s'inquiète du manque de financement pour offrir ses services. Les dirigeants de la Maison des jeunes de Pont-Rouge soulignent les 25 ans de son histoire par des retrouvailles. Salle comble au souper rose du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein. On a souligné à Cap-Santé la fin des travaux d'agrandissement à l'école du Bon Pasteur. Et finalement, Karine nous fera part des actualités culturelles et communautaires. Bonne émission. Parlons, comme il se doit, de politique municipale le jour du scrutin, le dimanche 5 novembre, et aussi le vote par anticipation, le dimanche 29 octobre, arrive à grands pas. Et les candidats qui n'ont pas été élus sans opposition doivent obtenir la faveur des électeurs pour siéger comme conseiller ou maire pour les 4 prochaines années. Une campagne électorale de 1 mois est très courte pour certains, mais très longue pour d'autres. Chacun, à sa façon, tente de séduire l'électorat, comme on dit, par différents moyens de visibilité, dont le porte-à-porte, les affiches, les réseaux sociaux, médias, événements, présence aux endroits et événements publics pour serrer la main des citoyens et autres. Votre télévision communautaire tente aussi de faciliter le travail des candidats, particulièrement à la mairie, à faire valoir leurs idées, leurs projets ou les façons dont ils voient le développement de leur municipalité pour les 4 prochaines années. D'ailleurs, nous allons diffuser la semaine prochaine 3 émissions spéciales de 30 minutes en compagnie des 2 candidats à la mairie de Saint-Raymond, le maire sortant, Daniel Dion, et Marc-Antoine Bernier. Les 2 candidats à la mairie de Saint-Alban, M. Denis Beaulieu et Denis Lépine, ainsi que 2 candidats sur 3 à la mairie de Pont-Rouge, le maire sortant, Ghislain Langlais, et David Montminy. Madame Lise Lachance a refusé d'y participer. Nous avons fait des démarches auprès des 2 candidats à Lac-Sergent, M. Yves Bédard et François Garon, mais M. Garon nous a signifié qu'il n'était pas disponible pour ce genre d'exercice. À Saint-Léonard, le candidat Achille Gladu nous a signifié qu'il consacrait sa campagne électorale à faire du porte-à-porte et il n'était pas disponible pour une discussion en studio entre lui et le maire sortant Denis Langlois. Et à Saint-Marc-des-Carrières, pour des raisons stratégiques, le maire sortant Guy Denis a préféré ne pas se prêter à l'exercice en studio en compagnie de son adversaire de la compagnie Vole, M. Marc Boivin. Nous vous invitons donc à prendre connaissance de notre horaire sur notre site web www.cjsr3.com pour connaître les heures de diffusion et de rediffusion.
Aussi, ce mercredi soir se tenait la dernière séance publique des maires de la MRC de Portneuf dans sa composition actuelle. Le préfet et maire de Neuville, Bernard Gaudreault, a tenu à souligner le travail accompli par les maires qui tirent leur révérence. On l'écoute. Pour ceux et celles, évidemment, qui tirent leur révérence, je pense notamment à M. Saint-Germain, à M. Pagé, à M. Bédard, à M. No et également à M. Mingui. Bien, c'est un privilège de pouvoir siéger à vos côtés comme maire, évidemment, pendant 2 ans, mais également comme préfet. Alors, vous avez tous contribué, évidemment, à l'avancement des dossiers régionaux et je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli collectivement et vous êtes des artisans de cette grande réussite. Alors, partez la tête haute et puis ce sera toujours un privilège de pouvoir compter sur votre présence dans les différentes activités que la MRC va mettre de l'avant au cours des prochaines années. Alors, vous faites partie de la grande famille régionale et puis soyez-en très fiers. Moi, j'ai été fier, évidemment, de travailler avec vous. Alors, je pense qu'on peut vous applaudir chaleureusement pour votre travail. Et maintenant, pour nous parler de la logistique du scrutin et ses aspects techniques, nous accueillons en studio la directrice du scrutin à Saint-Raymond et greffière, Chantal Plamondon. Bonsoir, Chantal. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir. C'est notre petit rendez-vous à tous les 4 ans. Bien oui, il faut parler justement de cette logistique importante, justement, oui, pour accueillir les gens qui vont voter lors du scrutin et le vote par anticipation. Au moment où on se parle, nous sommes le jeudi 19 octobre. Où en êtes-vous, justement, dans ces préparatifs? Ça va très bien, oui, ça va très bien. Justement, on attend nos bulletins de vote, une partie des bulletins de vote demain qu'on devrait recevoir là, de l'imprimeur. Okay. Pour pouvoir, nous, ici à Saint-Raymond, on a instauré le vote par correspondance. Donc, c'est un vote qui est destiné aux propriétaires non domiciliés. Donc, les gens peuvent demander de recevoir les bulletins de vote à la maison. Et c'est ce qu'on se prépare là, à transmettre dès demain. Donc, les gens vont recevoir, qui ont fait la demande, vont recevoir les bulletins de vote par la poste. Puis, il faut leur laisser quand même un délai pour pouvoir nous retransmettre le tout. Là, okay. Les votes vont être dépouillés à ce moment-là le 4 novembre prochain. Mais il est trop tard, là, actuellement, pour quelqu'un de demander... Effectivement, les gens avaient jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au 19. Jusqu'au 19 aujourd'hui. Donc, c'est la dernière journée. Normalement, c'est toujours en même temps que la dernière journée où se tient la commission de révision. Donc, okay. Aujourd'hui, à 17h30, aujourd'hui, la commission de révision termine son travail. Donc, c'était là, la date limite pour demander de voter par correspondance. Oui. Les bulletins de vote, qui fait ça? Qui imprime ça? C'est les impressions Borgia ici à Saint-Raymond. Okay, donc, c'est un contrat qu'on donne, nous, aux impressions. Provinciales, nécessairement. Borgia. Non, pas nécessairement. Par contre, il y a quand même des règles très strictes là, à suivre là, pour l'impression, la préparation des bulletins de vote. Oui. À part ça, où en êtes-vous dans vos préparatifs? Écoutez, nous, on a rencontré les candidats. Donc, première étape, on fait toujours une rencontre avec les candidats. Donc, ça s'est fait la semaine dernière, un peu pour leur décrire quel est notre rôle à nous là, en tant que présidente d'élection. Oui. Donc, et ce qu'on attend aussi des candidats lors de toute la période électorale. Donc, cette rencontre-là s'est faite la semaine dernière avec tous les candidats. Ensuite, nous, on se prépare, on a reçu notre matériel électoral, donc on monte nos urnes. Qui consiste à les urnes, les isoloirs, on prépare tout le matériel pour chacun des bureaux de vote. Donc, le jour du vote par anticipation, il y aura 8 bureaux de vote et le jour du scrutin, 20 bureaux de vote. Donc, on prépare tout le matériel pour tout le personnel. La semaine prochaine, c'est la formation du personnel, okay. Parce que tout le personnel engagé pour travailler aux élections doit suivre une formation. Est-ce que c'est complet? Oui, c'est complet. Ici, à Saint-Raymond, heureusement, on n'a pas de difficulté à trouver de personnel pour travailler aux élections. Il y a quand même une rémunération aussi, quand même. Oui, il y a quand même une rémunération qui, justement, vient d'être haussée. Là, il y a eu un nouveau règlement qui a haussé le salaire là, pour le personnel électoral. Donc, c'est parfait pour nous. C'est encore plus facile pour trouver des gens pour travailler. Oui, évidemment. Donc, nos salles sont réservées. Donc, évidemment, tout va se dérouler au centre multifonctionnel, le vote par anticipation, ainsi que le jour du scrutin, le 5 novembre. Oui. Est-ce que les gens ont reçu à domicile leurs papiers? Normalement, en date d'aujourd'hui, les gens devraient avoir reçu leur avis d'inscription.
Okay. Si les gens nous entendent et qu'ils n'ont rien reçu, soit nous appeler à l'hôtel de ville pour qu'on puisse faire des petites vérifications pour connaître la raison pour laquelle ils n'ont rien reçu. Et si les gens ont reçu un avis d'absence, donc comme quoi il n'y a aucun électeur d'inscrit à l'adresse où ils habitent présentement, à ce moment-là, ces gens-là devaient se présenter à la commission de révision pour demander leur inscription. Mais comme je le disais tout à l'heure, la commission de révision terminait son travail aujourd'hui à 17h30, oui. Donc évidemment, si ces gens-là ne sont pas inscrits sur la liste électorale, malheureusement, ils ne pourront pas voter. OK. Les gens de l'extérieur de Saint-Raymond peuvent voter aussi, ceux qui sont propriétaires effectivement, de terrain ou d'immeubles? C'est ce qu'on appelle, nous, nos électeurs non domiciliés. Donc, tout à l'heure, je parlais du vote par correspondance. Le vote par correspondance ne s'adresse qu'aux électeurs non domiciliés. Donc, ce n'est pas un privilège pour nos électeurs domiciliés. OK. Peut-être un jour, ça pourrait être bien parce qu'on sait que... Pour les gens qui ont la difficulté à se déplacer? Bien, pour les gens qui ont de la difficulté à se déplacer dans les centres pour personnes âgées, donc ces gens-là ont le vote itinérant. Donc, nous, on a un bureau de vote qui se déplace, qui va se déplacer. Donc, ces journées-là sont déjà fixées le 28 octobre et le 30 octobre. Donc, on fait la résidence L'Estacade, on fait l'hôpital, le centre d'hébergement, on fait la maison des lits, la maison du Vieux-Pont, donc tous les centres pour personnes âgées qui sont reconnus par le ministère des Services santé et sociaux. OK. Si on revient aux gens de l'extérieur, eux autres peuvent... Oui, donc les gens de l'extérieur, eux, ils ont quand même une démarche à faire pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale. Ouais. Ces gens-là doivent donc demander leur inscription. Nous, dès le début de chaque année d'élection, on envoie des avis à tous ces résidents pour les informer de leur droit d'être inscrits sur la liste électorale. Donc, ils nous transmettent soit une demande d'inscription s'ils sont propriétaires uniques ou une procuration s'ils sont copropriétaires. Une fois que la demande est faite, c'est bon pour toujours, en autant que les gens demeurent propriétaires. Là. Donc, nous, on fait une vérification à chaque nouvelle élection pour s'assurer que ces gens-là ont le droit encore d'être inscrits sur la liste électorale. Oui. Est-ce qu'il y a des changements au niveau du vote en tant que tel? Non, papier, aucun changement. Donc, c'est toujours une pièce d'identité qui doit être présentée. C'est sûr que si les gens arrivent avec le carton qu'ils ont reçu à la maison sur lequel apparaît la section de vote, pour nous, ça simplifie aussi. Là, on peut diriger plus rapidement, dans le fond, l'électeur au bureau de vote auquel il est destiné. Donc, ça facilite et ça rend le vote plus rapide. Oui. On parle de combien d'électeurs en 2017? En 2017, la liste électorale non révisée, donc la liste électorale a été déposée le 2 octobre, 8 652 électeurs. Donc, comparativement à 8 300 quelques là, lors de la dernière élection. Exactement. La commission de révision se termine aujourd'hui. Donc, dès demain, on va mettre la liste électorale à jour et on va déposer une nouvelle liste électorale révisée qui va servir pour le vote par anticipation et le jour du scrutin. Oui, en termes d'équipe, au total, ça fait combien de personnes qui travaillent dans les élections? On forme une soixantaine de personnes, en fait. Donc, ça fait 30 bureaux de vote, en comptant le vote itinérant, vote par anticipation le jour du scrutin. Donc, 2 personnes par bureau de vote, en plus des primos, donc les responsables de salle, les membres de la table de vérification, commission de révision. C'est une soixantaine de personnes qui travaillent aux élections. Oui, et la formation, justement, va se faire pour la formation la semaine prochaine. Puis peut-être juste pour donner une idée de grandeur aussi, les élections, c'est un budget de 40 000 $ quand même qui est réservé pour... Donc, nous, ce qu'on souhaite le plus quand on prépare ça, en sachant combien ça coûte aussi, on souhaite qu'il y ait le plus d'électeurs possibles qui se rendent voter le 29 octobre et le 5 novembre. Tout à fait. Combien d'électeurs sont allés voter à la dernière? Oui, j'ai apporté justement des petites statistiques. Donc, en 2013, alors qu'il y avait 3 postes de conseillers en élection, 8 candidats, on a obtenu 42 de taux de participation. Ouais. C'est quand même plus que d'autres. Mais c'est en bas encore de la moyenne quand même. Donc, c'est en 2011 où il y avait 2 postes de conseiller en plus d'un poste de maire. Donc, c'est sûr que dès qu'il y a un poste de maire en élection, le taux de participation est toujours plus élevé. Donc, à ce moment-là, on avait atteint quand même 52 ce qui était quand même très bien parce qu'en 2009, juste avant ça, on avait eu un taux de participation de 28,7 ce qui était très décevant pour tout le travail que ça amène. Puis, donc, ce qu'on souhaite, c'est que les gens
se présentent le plus pour venir voter. Parce que c'est quand même une grosse élection, là, Saint-Raymond. Là. Il y a beaucoup de candidats. Là. Oui, personnellement, moi, c'est l'élection. Ça va être la plus grosse élection que je vais organiser parce qu'on a quand même 3 postes. On a 5 postes, en fait 4 postes de conseillers plus le poste de maire, donc 5 postes en élection et 13 candidats au total. Donc, c'est quand même une grosse élection. Oui. Qu'est-ce que vous dites, en gros, justement, aux candidats qui se présentent? Vous avez eu une rencontre la semaine dernière. Ce sont les règles on le rappelle, de financement? On le rappelle. Les règles de financement, c'est plus réservé au trésorier, puisque c'est vraiment le trésorier qui est formé tout ce qui concerne la partie financement et dépenses électorales. Donc, moi, mon rôle, c'est plus d'expliquer un petit peu aux candidats, parce qu'il y a des candidats qui ne connaissent rien, en fait, à l'élection municipale. Ouais. Donc, c'est un peu pour leur expliquer de quelle façon ça se déroule, puis de quelle façon que moi, parce que j'ai quand même un suivi à faire avec les candidats dès qu'un vote, le vote par correspondance, dès qu'il va être terminé, le vote itinérant, dès qu'il va être terminé, moi, j'ai des documents à leur transmettre. Donc, c'est vraiment plus logistique. Donc, de quelle façon qu'on vous transmet les documents. Puis aussi pour les informer de s'ils ont le droit d'être présents ou non, ce que nous, on recommande, ce qu'on attend d'eux. Donc, c'est un petit peu des recommandations, puis un peu de... À ce niveau-là, justement, est-ce que les candidats peuvent s'installer à l'extérieur du centre multifonctionnel lors du vote? Bien, nous, ce qu'on recommande aux candidats, ils peuvent être présents, c'est sûr... pas dans la salle de votation, mais par contre, ils peuvent être présents, nous, c'est au centre multifonctionnel. Donc, ils peuvent être présents dans la verrière. Nous, ce qu'on recommande, c'est de ne pas être à l'entrée, de serrer des mains à tous les électeurs, parce qu'on a eu des commentaires d'électeurs dans le passé, alors que ça s'est fait de cette façon-là. Les électeurs nous ont fait le commentaire qu'ils trouvaient ça gênant, même qu'ils se sentaient mal à l'aise lorsque les candidats les attendaient avec une poignée de main. Donc, c'est un peu des recommandations comme ça qu'on fait aux candidats pour... Est-ce que ça s'affiche un peu sur le territoire? On n'en a pas vu beaucoup. Non. On a vu Maxime Renaud qui a affiché, mais sinon... ça se fait beaucoup sur les médias sociaux, je pense. Oui, c'est sûr. Alors, peut-être là, un petit rappel, le vote par anticipation, c'est le dimanche. Le dimanche 29 octobre, de midi à 20h. À 20h. Et le jour du scrutin, donc le 5 novembre, de 10h à 20h. Donc, nous, le 5 novembre, à 20h, dès que les bureaux sont fermés, les secrétaires scrutateurs vont procéder au dépouillement des votes. Et ensuite, sur place, nous, on va faire le recensement des votes là, pour connaître qui seront les candidats élus pour les 4 prochaines années au conseil municipal. Chantal Plamondon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Bonne élection. Merci beaucoup. Bonne soirée. Revenons maintenant sur le Conseil des maires de la MRC de Portneuf. Cette semaine, la Corporation de transport régional de Portneuf s'inquiète et sonne l'alarme devant le manque de financement pour offrir les services adéquats, particulièrement à la clientèle handicapée ou à mobilité réduite. Les longs délais d'attente pour recevoir les subventions du ministère des Transports du Québec et sans connaître les montants d'avance, en plus des prévisions possibles à la baisse, inquiètent le conseil d'administration de la CTRP qui demande aux maires d'intervenir auprès du gouvernement. On écoute le préfet Bernard Gaudreault. On a eu une rencontre hier avec Mme Perron, directrice générale de la Corporation, qui nous a transmis ses vives préoccupations par rapport au financement qui devrait évidemment être octroyé pour la MRC de Portneuf. Et ce soir, évidemment, c'est de rappeler notre motivation à ce que, d'une part, le ministère des Transports continue à soutenir les activités de transport dans la région de Portneuf, mais également qui s'engage avec un échéancier de versement connu d'avance qui va permettre aux administrateurs et également à la Corporation de pouvoir planifier de manière raisonnable et responsable son budget tout au long de l'année. Le comité de lutte à la pauvreté de Portneuf a profité de l'occasion ce mardi 17 octobre, journée mondiale de lutte contre la pauvreté, et la veille, le 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation, pour annoncer publiquement une nouvelle offensive pour assurer la sécurité alimentaire de tout Portneuvois ou Portneuvoises qui subissent les effets de l'appauvrissement. Ainsi, une journée de réflexion et de concertation régionale, une première dans Portneuf, se tiendra le jeudi 23 novembre prochain au Moulin Marcoux de Pont-Rouge sous le thème « Mieux se connaître pour mieux agir ». On lance l'invitation aux représentants des milieux communautaires, municipaux, scolaires, les entreprises agroalimentaires et agricoles ou toute personne qui se sent interpellée
pour identifier des actions régionales possibles dans le but d'offrir un meilleur accès aux aliments sains, nutritifs et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité. Pour l'aider dans sa démarche, le comité s'est associé à l'organisme Vivre en Ville, voué au développement de collectivités viables un peu partout au Québec. Le porte-parole Vincent Galarneau nous décrit les défis à relever pour assurer la sécurité alimentaire. Sachant que la sécurité alimentaire, souvent on associe ça au dépannage alimentaire, à la réponse aux besoins d'urgence. C'est vrai, c'est une intervention qui est fondamentale, mais je pense qu'il faut voir la sécurité alimentaire comme quelque chose d'un peu plus vaste que ça. La sécurité alimentaire, elle existe quand tout le monde a accès finalement, quand l'ensemble de la population a accès à une nourriture de qualité sur une base régulière et qui, en réponse aussi à ses préférences et ses besoins nutritifs pour mener une vie active. Et ça implique d'aller un petit peu plus loin que le dépannage. Il faut travailler fondamentalement sur l'accès aux aliments, l'accès économique, l'accès physique. Et ça nous touche beaucoup en tant qu'organisme à Vivre en Ville, en tant qu'organisme d'intérêt public qui œuvrons en aménagement durable du territoire, puisqu'on veut créer des milieux de vie de qualité dans lesquels il est possible de favoriser finalement la santé, la prospérité de la population, mais aussi la qualité de vie. Et ça, évidemment, ça passe par avoir de quoi dans le ventre tous les jours, 3 fois par jour minimalement. Une démarche est en cours actuellement pour dresser un portrait le plus juste possible sur le nombre de personnes qui font appel à l'aide alimentaire dans Portneuf. Mais déjà, à partir des données de différents organismes, dont Moisson Québec, on peut estimer à des milliers de personnes qui font appel à l'aide alimentaire par mois dans Portneuf et on retrouve de plus en plus de travailleurs. D'autres études publiques démontrent que seulement une personne sur 4 dans le besoin fait appel à une aide alimentaire. Julie Carrier a accepté d'être porte-parole de la campagne de financement de Centraide en 2017. Elle, son conjoint et leur enfant ont dû faire appel à l'organisme Le Cerf-Volant dans Portneuf pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Julie a été contrainte de quitter le marché du travail pour s'occuper à temps plein de son garçon à la maison. La famille a été initiée au concept des cuisines collectives. On écoute Julie. On était épuisés par la problématique que rencontrait mon garçon. Et puis, j'ai décidé de faire des téléphones aux organismes communautaires pour savoir s'il y avait des cuisines collectives dans Portneuf. J'ai téléphoné à Carrefour FM, j'ai téléphoné à la Maison de la famille. J'ai été accueillie par l'intervenante qui a pris le temps d'écouter ma situation. Puis par la suite, j'ai commencé les cuisines collectives régulièrement 1 fois par mois. Qui consiste à se réunir 1 fois par le lundi pour préparer les recettes, faire le tour des circulaires pour voir les spéciaux. Puis la responsable ensuite va faire les achats. Puis on paye un prix minime, puis on cuisine toute la journée du mercredi. Outre la sécurité alimentaire que permettent les cuisines collectives, les amitiés qui se développent entre familles qui vivent la même problématique sont aussi bienfaisantes. On réécoute Julie Carrier. C'est ça, tu as cette ressource-là qui est bienveillante pour toi, qui est bienveillante pour les familles, où tu te retrouves dans ce milieu-là, où tu es bien, où tu n'as pas de jugement, où tu rencontres d'autres gens qui vivent d'autres problématiques, où tu peux jaser, puis ça devient un leitmotiv. Tu te dis, bon, ben oui, ça m'apporte la sécurité alimentaire, mais pendant ce temps-là, je peux prendre un peu de répit, puis je peux penser à autre chose, t'sais. Soulignons que le Cerf-Volant, dont le siège social est à Pont-Rouge, compte 3 cuisines collectives dans Portneuf, une à Pont-Rouge, une autre à Saint-Raymond et la 3e à Deschambault-Grondines, secteur Grondines. Le comité de lutte à la pauvreté de Portneuf est composé d'une dizaine de représentants d'organisations communautaires, dont Méripi, l'Arc-en-Ciel, le Cerf-Volant, Carrefour FM, la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Marc, Collation Santé Portneuf et l'ACEF, ainsi que la MRC de Portneuf et le CIUS de la capitale nationale. Ce comité existe depuis une 12aine d'années. Grâce à une aide financière de la MRC de Portneuf de 4 000 $ via son fonds pour projets structurants et du CIUS de la capitale nationale de 35 000 $, une chargée de projet a été embauchée depuis le mois de mars dernier pour dresser un portrait de la situation dans Portneuf et organiser cette première journée de concertation.
Écoutons une entrevue que nous a accordée la chargée de projet Sylvie Germain. Madame Germain, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée projet pour la sécurité alimentaire dans Portneuf. Exactement. Parlez-nous un peu de votre rôle. Qu'est-ce que vous faites? Bien, moi, mon mandat, c'est d'établir une stratégie régionale pour Portneuf avec, dans l'idée d'établir un plan d'action avec différentes initiatives là, pour toutes les municipalités de la région de Portneuf pour s'assurer que toutes les populations vulnérables aient accès à de la nourriture saine et en quantité suffisante. OK. Quelle démarche? Parce que vous êtes en poste, en fait, depuis le mois de mars 2017. Qu'est-ce que vous faites exactement, justement? Quelles sont les actions que vous entreprenez pour en arriver, justement, à ce que vous faites? Oui. Bien, depuis mars, j'ai rencontré tous les organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire dans la région de Portneuf. On a également rencontré différentes entreprises agroalimentaires et on a envoyé des questionnaires autant aux entreprises agroalimentaires qu'aux acteurs du milieu municipal pour connaître un petit peu quelles sont leurs connaissances de l'enjeu de la sécurité alimentaire, qu'est-ce qu'ils font, quelles initiatives concrètes dans le domaine se font dans le comté de Portneuf, aussi pour essayer d'identifier s'il y a des vides de services, des clientèles qui sont moins bien desservies, puis voir un peu comment on peut travailler ensemble pour mieux desservir la population vulnérable. OK. Et à partir justement des réponses que vous avez obtenues jusqu'à maintenant, est-ce que les organisations sont conscientes, en fait, peut-être de l'importance du défi à relever? Oui, sont conscientes, mais ils réalisent aussi que les besoins sont sans cesse grandissants, puis qu'ils ont vraiment besoin de travailler ensemble pour mieux desservir la population, pour s'assurer qu'il n'y a pas de vide de service ou de trous des fois, comme durant l'été, il y a beaucoup d'organismes qui n'offrent pas de services durant l'été. Donc, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de personnes de ménage qui soient en manque de nourriture, même durant les mois d'été. Oui. Quel est le portrait, en gros, globalement, en fait? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent de l'aide alimentaire dans Portneuf? Oui, autant dans Portneuf que dans les autres régions de Québec, les demandes d'aide alimentaire vont en grandissant. Bon, tout le monde, quand ils vont faire l'épicerie, se rend compte que les denrées de base coûtent sans cesse plus cher. Alors, c'est certain que même des ménages qui sont à faible revenu, qui ont un revenu d'emploi, ont de la difficulté à joindre les deux bouts parce que, bon, le coût des maisons, du logement augmente, le coût de l'électricité, les autres coûts de base vont en augmentant. Fait que c'est souvent dans la nourriture qui coupe. C'est ça, ils vont faire des compromis là, pour être capables de payer leur logement, leur Hydro-Québec, puis les autres dépenses de base. Oui. Et justement, pour être en mesure de trouver les meilleures façons de relever ce défi, que tout le monde ait accès à une alimentation quand même de qualité, tout près de chez eux. Vous organisez une journée, en fait, vous préparez une journée spéciale le 23 novembre. Parlez-nous justement de cette journée. Bien oui, c'est toutes les personnes qui se sentent interpellées par l'enjeu de la sécurité alimentaire sont invitées à venir passer la journée d'une journée de réflexion en sécurité alimentaire au Moulin Marcoux. Donc, la journée va commencer à 8 heures. On va recevoir les différents intervenants avec café muffin. Puis ensuite, il va y avoir un mot d'ouverture qui va être présenté par Mme Julie Carrier, qui est une ancienne participante des cuisines collectives dans la région de Portneuf et qui a été choisie par Centraide pour être porte-parole de sa campagne de financement 2017. Ça fait qu'elle va venir un peu nous partager ce qui l'a amené à faire une demande d'aide alimentaire. Il va y avoir également une conférence sur les préjugés.
parce qu'on a tous des préjugés, puis concernant, différentes personnes. Fait que c'est un peu pour prendre conscience qu'on peut avoir des préjugés, puis comment les combattre. Puis ensuite, il va y avoir un portrait de la situation de la sécurité alimentaire en général. Bon, c'est quoi la définition de sécurité? Quel est le portrait de la situation dans la province de Québec? Puis, il va y avoir également un profil de la situation, de la particularité de la région de Portneuf qui va être établi. Puis également sur le secteur agroalimentaire, parce que c'est certain que tout le secteur agroalimentaire peut contribuer à fournir de la nourriture saine là, aux gens de la région. Oui. Puis ensuite, il va y avoir des différentes initiatives inspirantes à travers le Québec qui vont être présentées pour un peu nourrir nos idées, voir ce qui se fait ailleurs. Donc, il y a la région de la Mauricie qui vont nous parler de leur expérience à la création d'une table de concertation en sécurité alimentaire. Mm-hmm. Puis également des représentants de l'escouade anti-gaspillage de la région de l'Outaouais qui, eux, ils vont dans les champs chez les agriculteurs et également auprès des épiciers, des différents commerces d'alimentation pour aller cueillir et ramasser les invendus afin de pouvoir les redistribuer auprès des organismes d'aide alimentaire. Ouais. Puis, il va y avoir également une présentation de différentes initiatives qui se fait déjà dans Portneuf. Puis ensuite, toutes les réflexions, ce qu'on va avoir vu dans la matinée, vont contribuer à nourrir la réflexion dans des différents ateliers qui abordent les enjeux de sécurité alimentaire, que ce soit l'aide alimentaire, le gaspillage alimentaire, la gouvernance alimentaire, l'accès, la mobilité, puis l'accès facile à de l'aide alimentaire. Puis d'autres sujets aussi d'enjeux en sécurité alimentaire. Oui. Et avec tout ça, vous allez définir un plan de match, j'imagine? Oui, c'est ça. Tout ça va nourrir un plan d'action qui va être présenté là, au comité de lutte à la pauvreté premièrement et ensuite à la population en général pour le printemps 2018. OK. Et peut-être en terminant, qui peut participer à la journée et comment on fait? Bien, la population, tout citoyen qui est interpellé est le bienvenu, mais c'est certain qu'on aimerait bien que les différents acteurs, que ce soit du milieu, des entreprises agroalimentaires, agricoles, des représentants des organismes communautaires, du milieu scolaire, du milieu municipal, sont invités. Oui. Parce que c'est en travaillant ensemble qu'on peut trouver des solutions qui vont être pertinentes pour la région de Portneuf. Sylvie Germain, merci beaucoup. Merci beaucoup. À Pont-Rouge, ce samedi 14 octobre, on a souligné les 25 ans de la Maison des jeunes de Pont-Rouge dans le cadre des festivités du 150e de la ville. Sous le thème « L'effet MDJ », 25 ans de souvenirs, MDJ pour Maison des jeunes, les dirigeants avaient organisé des retrouvailles qui auront permis à d'anciens jeunes et d'anciens animateurs intervenants et aussi administrateurs à se retrouver et partager plein de souvenirs. La Maison des jeunes de Pont-Rouge est située au 6 rue des Rapides et accueille des jeunes âgés entre 10 et 17 ans les mercredis, jeudis et vendredis après l'école et le samedi entre 14h et 21h. On compte environ 300 inscriptions, dont une soixantaine âgées entre 10 et 12 ans. 3 animatrices et la directrice offrent un encadrement aux enfants et adolescents et une moyenne de 17 jeunes profitent des installations durant les heures d'ouverture par jour. Depuis 8 ans, Sophie Genois dirige les opérations. Pour l'occasion du 25e, une exposition de photos et la diffusion de capsules vidéo ont tracé l'histoire de la Maison des jeunes depuis les débuts. Les fondateurs du projet sont messieurs Denis Cyr, Gaston Goisiou, Aurel Bussière, Jacques Tessier, Marcel Bédard, André Bernatchez, Roger Bussière, André Filion, Léandre Julien, Léo Junot et Alphonse Paquette. On a aussi souligné l'apport important des bénévoles et des partenaires financiers qui ont permis l'évolution de la Maison des jeunes, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Ville de Pont-Rouge, le Club Lyon,
les Chevaliers de Colomb, la Commission des sports et des loisirs de la Ville de Pont-Rouge, la Caisse populaire des jardins du centre de Portneuf, la Fondation Laure Gaudreault et autres commanditaires locaux. Au fil du temps, les jeunes et l'équipe d'animation ont équipé la maison de différents jeux et ordinateurs, en plus d'aménager le sous-sol. On profite d'une cuisine fonctionnelle depuis maintenant 5 ans. Les aménagements extérieurs ont été complétés cette année. La présidente du conseil d'administration de la Maison des jeunes de Pont-Rouge, Mélina Dutil, nous donne les détails. Nous avons donc rempli et nivelé le terrain pour ensuite installer l'agora dans lequel vous êtes assis. On peut soit se réunir autour d'un feu ou encore encourager les talents musicaux comme vous avez pu le constater tantôt. Nous avons ajouté les dalles, la pelouse ainsi que notre premier jeu, le Supernova, qui se trouve à l'arrière derrière vous. Les jeunes étaient un peu trop nerveux pour en faire une démonstration aujourd'hui, puis je ne vous mettrai pas au défi de l'essayer car c'est pas mal plus difficile que ça en a l'air. Même si les démarches pour cet aménagement ont débuté en 2012 et n'ont pas été de tout repos, nous sommes bien fiers du travail accompli et du résultat. D'ailleurs, le Club Lion de Pont-Rouge a remis un chèque de 2 500 $ à la Maison des jeunes pour payer une partie de l'aménagement extérieur. Du Téléthon au début pour financer les opérations jusqu'au marché aux puces des dernières années, un mode électronique de paiement autorisé est aussi possible pour recueillir les dons comme principale source de financement. La conseillère réélue à la Ville de Pont-Rouge, Guylaine Charret, encourage la population à adhérer à ce mode de versement autorisé. Vous avez la chance de pouvoir collaborer, de pouvoir donner des sous à la Maison des jeunes de façon simple, puis ça paraît pas du tout. En fait, moi, je le fais depuis quelques temps. Et puis, en fait, juste un petit 2 $ par semaine, vous pouvez le faire, autoriser un paiement automatique qui se fait dans votre compte de 2 $ par semaine, qui paraît pas du tout. En fait, c'est même pas le prix d'un café au Tim Hortons. Puis, en fait, vous pouvez de cette façon-là aider la Maison des jeunes et eux n'ont pas besoin à faire une recherche vraiment continue de financement. Soulignons qu'au 100e anniversaire de fondation de la Ville de Pont-Rouge, le legs du Comité des fêtes aura été l'Arena, au 125e, la Maison des jeunes et au 150e, en 2017, les Jardins de Place Saint-Louis. À Saint-Raymond, c'est dans une salle comble, un record de plus de 300 convives que se tenait le vendredi soir dernier, 13 octobre, le Souper Rose au Centre multifonctionnel Roland-Dillon dans le cadre du mois de la sensibilisation au cancer du sein qui se tient du 1er octobre au 30 octobre. Il s'agissait de la 3e édition du Souper Rose, un geste de solidarité envers les femmes atteintes et survivantes du cancer du sein. Plusieurs immeubles du centre-ville de Saint-Raymond sont illuminés de rose durant tout le mois d'octobre. La ville de Saint-Raymond s'est engagée à titre de porteuse de lumière depuis maintenant 4 ans et les fonds recueillis serviront à l'amélioration des soins offerts aux femmes traitées au Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia du CHU de Québec situé à l'hôpital du Saint-Sacrement. Pour la première année, une activité de quilles au Salon de quilles Saint-Raymond aura permis d'amasser 1 060 $ pour la cause. Évidemment, cette campagne de financement est une occasion de dire aux femmes âgées entre 50 et 70 ans de passer une mammographie aux 2 ans. La mammographie demeure actuellement la meilleure méthode de prévention et de dépistage du cancer du sein. En 20 ans, le taux de mortalité par cancer du sein a chuté d'au moins 40 %. D'ailleurs, durant la soirée, Hélène Thiboutotte de Saint-Raymond a accepté de témoigner de son expérience de cancer. 2, en fait. Le premier a été une tumeur sur le lobe supérieur du poumon gauche qui a été opérée avec succès à la fin de 2014 et le deuxième, un cancer du sein en 2016, dépisté par une mammographie. L'opération et la radiothérapie qui a suivi ont permis à Mme Thiboutotte de retrouver sa santé. Depuis ces expériences malheureuses, Hélène Thiboutotte ne voit plus la vie de la même manière et invite les femmes à subir une mammographie. On l'écoute. Quand tu es atteinte d'un cancer ou d'une maladie grave, tu ne vois plus la vie de la même façon. Tu ne vois plus les choses de la même façon et tu prends la vie de façon différente. Tu t'attardes plus au moment présent.
et tu vis des petits bonheurs à tous les jours sans être des grosses affaires. Puis toutes celles qui sont dans la salle pourraient en témoigner aussi. Après, c'est plus jamais comme avant. Donc, ça nous donne les leçons de profiter de la vie. Ce soir, le message que je voudrais vous passer simplement, c'est de vous dire, si je m'étais écoutée, la mammographie, je ne l'aurais pas passée. Et qu'est-ce qui serait arrivé? Je ne peux pas le dire. C'est sûr que j'aurais probablement été appelée pour dire, vous n'allez pas passer votre mammographie, mais c'est ce qui m'a sauvé la vie. Et ce qui a sauvé la vie à beaucoup de personnes que je connais aussi. Puis pas nécessaire d'aller à Québec, là. À l'hôpital régional de Portneuf, c'est eux autres qui ont trouvé ma tumeur. De plus, se tenait ce mardi soir au Resto Café de la Vallée, sur l'avenue Saint-Jacques à Saint-Raymond, un souper gastronomique dans le cadre du mois de la sensibilisation au cancer du sein. Quelques 61 convives ont pu déguster un repas à la mode française, concocté par le jeune chef Sidney Gordon, qui a participé à la populaire émission de la télé de Radio-Canada, Les Chefs. L'activité aura permis d'amasser environ 1 000 $ au profit de la Fondation du cancer du sein. Dans le cadre du fonds Alcoa pour les collectivités durables pour l'année 2017, 7 projets des territoires de Deschambault-Grondines et de la ville de Portneuf se partagent la somme de 389 610 $. L'annonce des projets a eu lieu ce lundi, 16 octobre, au vieux presbytère de Deschambault. Ainsi, les organismes bénéficiaires sont la coopérative Jeunesse de service de Deschambault-Grondines pour une 2e année, la poursuite du projet L'Escouade bleue, qui vise à sensibiliser les citoyens et les gens d'affaires sur l'importance d'économiser l'eau potable et de préserver une eau de qualité. Le marché public de Deschambault, l'organisme Conservation de la Nature Canada pour son projet des marécages de Grondines, la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel pour son projet de restauration de la rive et de la mise en valeur d'un terrain municipal dans le secteur du quai de Deschambault. L'Association des loisirs de la ville de Portneuf a reçu 113 840 $ pour son projet de développement de sentiers de vélos de montagne, sentiers pédestres et Palm Track. Et finalement, un montant a été octroyé au projet de conversion du couvent de Deschambault en lieu culturel et communautaire pour une 3e tranche sur les 5 de prévus. Le prochain Forum citoyen où émergent les projets du genre se tiendra le dimanche 19 novembre prochain au Centre des Roches du secteur de Grondines à compter de 9 h. Rappelons que le Fonds pour les collectivités durables d'Alcoa existe depuis 5 ans et prévoit un montant total de 25 millions de $ sur 25 ans dans les territoires où on retrouve une usine d'Alcoa, Bécomo, Bécancour ainsi que Deschambault-Grondines et ville de Portneuf. Le directeur général de l'aluminerie Alcoa de Deschambault, Jean-Yves Carrier, nous dresse justement un bilan des 5 dernières années. Donc, vous savez que le fonds, on reçoit 300 000 par année, 5 ans, 300 000, 1,5 million. On a quand même un bon score présentement parce qu'on a présentement de dépenser 1,4 million et quelques poussières. Donc, on réussit à changer des choses dans notre communauté et à dépenser notre argent. Mais on la dépense de façon intelligente. En fait, juste pour vous dire, on a 19 projets qu'on a supportés depuis que c'est lancé. Donc, ça va super bien. Puis le 1,4 million représente 51 % du coût total. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ce 1,4 million-là a servi à alimenter toutes les idées de plein de monde pour aller chercher dans notre communauté un 2,7 millions additionnel. Donc, quand on dit que le fonds est un bras de levier pour faire apparaître les idées et supporter des initiatives de notre communauté, c'est exactement ça que ça a fait. D'autre part, le député de Portneuf, Michel Matte, a annoncé cette semaine que le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 909 000 $ à Alcoa de Deschambault dans le cadre de son programme Éco-Performance visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alcoa entend optimiser la taille des anodes de carbone
qui alimente ces cuves d'électrolyse où est produit l'aluminium. On prévoit une réduction supplémentaire de gaz naturel pour la cuisson des anodes des fours à cuire. On estime que ce projet réduira de 2 985 tonnes de CO2, équivalent à 878 véhicules légers de route à chaque année. À Cap-Santé, ce mercredi matin, on a souligné la fin des travaux d'agrandissement à l'école du Bon Pasteur. C'est une école de niveau primaire. L'inauguration s'est faite en présence des élèves, des dirigeants de la commission scolaire et de l'école, les enseignants et des élus. Le coup d'envoi de ce projet de 2,6 millions de dollars a été lancé le 20 décembre 2016 lors de la cérémonie de la première pelletée de terre. Ce projet aura permis l'ajout de 3 nouvelles classes et de 2 classes divisibles pour les services de garde. Cet agrandissement était nécessaire dans le contexte où le nombre des élèves est passé de 150 il y a 10 ans à 285, donc près du double, en 2017. Juste avant la coupure traditionnelle du ruban, l'artiste Bill Vincent a donné quelques explications sur l'œuvre qu'il a créée, intitulée « Chemin faisant ». On y voit Cap-Santé vue du ciel et différents éléments qui font référence à son environnement et à sa culture. Une partie de l'œuvre a été créée à partir de petits morceaux de bois découpés et teints. Sa réalisation a été possible en vertu de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement du Québec. On en retrouve dans des écoles, les centres hospitaliers et d'hébergement, dans les bibliothèques, salles de spectacle, musées, palais de justice, postes de la Sûreté du Québec, haltes routières, parcs et autres. Les entrepreneurs doivent prendre en compte dans leur budget l'obligation d'acquérir une œuvre artistique à hauteur d'1 % du montant total des travaux. Après la pause, les actualités culturelles avec Karine. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonjour Karine. Bonsoir Michel. Tout d'abord, tu nous parles d'une classe de maître en guitare acoustique traditionnelle. Oui, ça se déroule du côté de l'École de musique Denis Arcan de Deschambault-Grondines et ça se tiendra le 28 octobre prochain entre 13h et 16h. Donc, on fait en partenariat avec les ouvrages de Portneuf qu'on offre ce cours d'accompagnement à la guitare de musique de danse traditionnelle québécoise, donc qui est vraiment complémentaire aussi à la programmation des veillées de danse là, qui ont lieu actuellement dans Portneuf. Le prérequis, avoir un niveau au moins intermédiaire au niveau de la guitare. Les professeurs seront Louis-Simon Lemieux et Manuel Lavallée. Le coût pour la formation est de 50 $ et pour la réservation ou encore pour avoir plus d'informations, on vous invite à contacter Mme Jeanne Couture au 88 455 82 61. Peut-être vous parler un peu des formateurs, donc Manuel Lavallée qui est déjà connu dans la région de Portneuf, donc qui est originaire de Saint-Hubald, qui est percussionniste, qui a été percussionniste dans un groupe rock'n'roll à la fin des années 90. Par la suite, il va vraiment se tourner plus vers la guitare, la mandoline, le banjo. Et au travers les années, là, vraiment, il va se promener un peu partout au Québec, en France, aux États-Unis. Il enseigne aussi la guitare traditionnelle québécoise, donc il l'a enseigné aux États-Unis dans le cadre d'un camp. Donc, c'est vraiment quelqu'un qu'on reconnaît vraiment par son implication, par son souhait aussi de transmettre sa passion de la musique. Actuellement, on peut le voir un peu plus dans les groupes Wabo Barbecue ou encore le groupe Punk Trad Carotté, donc qui était très, très populaire, donc avec Médée Langlois.
Du côté de Louis-Simon Lemieux, donc c'est un jeune homme originaire de Québec. En fait, originaire de Sainte-Catherine à Jacques-Cartier, donc dans la région de Québec. C'est un multi-instrumentiste de tradition vraiment québécoise. Il se démarque par son talent, mais aussi par sa fougue et son impressionnante énergie. Il apporte des répertoires d'art québécois, irlandais, écossais depuis sa plus jeune enfance. En 2015, il a d'ailleurs remporté le prix du patrimoine de la Ville de Québec dans la catégorie porteur de tradition. Donc, une belle chance, une belle opportunité pour les, comme on le mentionnait tout à l'heure, donc pour les guitaristes de niveau intermédiaire. Et les réservations se font directement via Mme Jeanne Couture, mais je suis sûre que vous pouvez aussi communiquer avec l'École de musique Denis Arcand. Ils vous donneront toutes les informations. Dernière semaine pour l'exposition à Saint-Raymond, nos racines. Oui, donc l'exposition des artistes Gino Carrier, Claudette Julien et Stanislas Straniboskowski, excusez, donc qui se déroule jusqu'au 27 octobre prochain. C'est l'exposition Nos Racines qui est présentée dans la verrière de l'espace Desjardins du Centre multifonctionnel Roland-Dillon. Rappelons que l'entrée est gratuite. L'exposition est ouverte au public du lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi, donc de 9h à 13h. Et rappelons aussi que cette exposition collective regroupe le travail des 3 artistes de la région et évidemment que cette exposition-là est présentée dans le cadre des festivités du 175e entourant 175e anniversaire de Saint-Raymond. Donc, des paysages, des scènes, des thèmes marquants aussi du patrimoine raymondois qu'on peut découvrir en découvrant cette exposition-là. Donc, plus qu'une semaine pour en profiter. Rendez-vous à ne pas manquer. Bien sûr. Beaucoup d'activités du côté spectacle cette semaine. Oui, ça bouge beaucoup. Peut-être commencer juste par vous rappeler donc les vendredis des jams de musique traditionnelle qui se déroulent du côté de Nakona. Alors, à l'église, l'ancienne église des Écureuils, donc le relais de la Pointe aux Écureuils qui offre encore les jams de musique traditionnelle par la Société des arts traditionnels de Portneuf, donc les vendredis à 20h. Sinon, du côté de la musique, de la Maison de la culture Georges-Hébert Germain de Donnacona, on ajoute une supplémentaire le 20 octobre au spectacle Hommage à Édith Piaf de Jacqueline Lefebvre, dont la première aura lieu en fait le 21 octobre prochain, donc soit ce samedi. Mais malheureusement, pour le 21, c'est déjà complet, donc on rajoute une supplémentaire le vendredi, donc vendredi 20 octobre. Les billets sont au coût de 17,50 plus frais et vous pouvez vous les procurer simplement à la porte ou encore via billetech.com. Le club de guitare aussi qui offrira un spectacle en soirée le 20 octobre prochain, donc ce vendredi à 20h et ça se déroule cette fois-ci du côté du centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières. Chansons françaises et québécoises seront au programme. L'entrée prend la forme d'une contribution volontaire. Sinon, le retour de la tradition, donc un encan qui est présenté dans l'ancienne église des Écureuils, donc dont on vous parlait tout à l'heure avec le jam de musique traditionnelle. Cette fois-ci, c'est ce dimanche 22 octobre dès 10h et ça se déroule au profit du relais de la Pointe aux Écureuils. Vous pouvez donner des articles, mais vous pouvez aussi venir vous en offrir, en fait venir en découvrir, en acheter. Vous pouvez aussi offrir des services sur place, donc tout ce qui peut être mis aux enchères le sera et tout ça au profit du relais de la Pointe aux Écureuils. Pour tout renseignement, on vous invite à contacter la page Facebook, les contacter via la page Facebook @relais des Écureuils ou directement sur le site web aussi du relais de la Pointe et des Écureuils. Donc, c'est lesécureuils au pluriel.ca tout simplement. Un petit rappel du party d'Halloween dans le cadre du 175e de Saint-Raymond. Donc, on pourra vous rappeler les différentes activités d'Halloween la semaine prochaine, mais un qui est important à ne pas manquer, comme il y a lieu vendredi prochain, donc le 27 octobre, du côté du Centre multifonctionnel Roland-Dillon. Donc, on croyait bon de vous le rappeler. Donc, Halloween 175e, c'est une soirée qui sera animée par le dynamique groupe Tone Call. Les billets sont en vente au coût de 5 $ par personne et ça se déroule du côté de la pharmacie Uniprix, Picard et Simard, évidemment, de Saint-Raymond. La soirée débute à 21h et l'ouverture des portes du centre multifonctionnel se fera dès 20h. Il n'y a aucune place assise, on est vraiment là pour bouger, pour s'amuser. Les participants qui porteront des masques importants, donc couvrant totalement le visage, ne seront pas autorisés à participer à la soirée. Donc, on y va plus avec des maquillages ou des petits masques style loup, là. Donc, c'est vraiment ce qu'on suggère aux gens. Et évidemment, c'est un événement qui s'adresse aux jeunes adultes, donc 18 ans et plus.
Alors, une belle soirée à profiter là, vraiment d'un Halloween 175e pour les festivités de la ville de Saint-Raymond. Et le lendemain, c'est le bal du 175e. Exactement, le bal du maire, qui a lieu le 22. Un autre genre de costume. Un autre genre de costume, un peu plus habillé comme soirée. Après Saint-Raymond, François Bellefeuille à Saint-Marc-des-Carrières. Tu es allé voir François Bellefeuille? Oui, je suis allée. Mais quelle découverte, quel spectacle extraordinaire. Donc, François Bellefeuille qui a fait salle comble la fin de semaine dernière au Centre Multi de Saint-Raymond. Il a vraiment ravi ses fans que de rire tout au long de la soirée. Il sera encore de passage dans la région pour ceux qui l'auraient manqué. Il vient avec un show en rodage, mais je vous dirais que c'est plus nécessairement juste au stade de rodage. Il est quand même rendu à plus de 40 représentations de son spectacle. Donc, il est déjà pas mal rodé, efficace. Mais il s'amuse quand même à tester encore quelques blagues avec son public en deuxième partie. Donc, très, très intéressant. Donc, pour ceux qui veulent le voir, c'est un spectacle de 2 heures sans entracte. Ça se déroule du côté de la salle communautaire de Saint-Marc-des-Carrières. Rire garanti vraiment du début à la fin. Ça se déroule le 9 novembre 2017 et je suis convaincue qu'encore une fois, les billets vont s'envoler rapidement. Donc, 38 $ pour le billet. Vous pouvez les réserver via le 88-268-3862, poste 33 ou poste 34 ou encore directement sur le site web de la ville de Saint-Marc, donc www.villessaintmarc.com. Et en terminant, c'est le temps des inscriptions au symposium de Cap Santé, symposium Riche en couleurs. Exactement. Donc, la 18e édition du symposium Cap Santé riche en couleurs qui se déroulera les 23 et 24 juin 2018 sous la présidence d'honneur de Mme Céline Martel, donc une artiste Cap-Santénéenne, mon Dieu, c'est dur à dire ce mot-là. Donc, une artiste en fait de Cap Santé, c'est beaucoup plus simple, donc qui se distingue entre autres par ses techniques mixtes qu'elle utilise lors de la création de ses œuvres. Comme l'an passé, les artistes et l'ensemble des activités du symposium se concentreront à la place de l'église de Cap Santé. On vous invite à faire parvenir votre formulaire d'inscription ainsi que votre paiement d'ici le 16 février 2018. Donc, on vient tout juste de lancer vraiment les formulaires d'inscription et vous avez quand même jusqu'à après les fêtes. Mais je vous suggère, des fois, on l'oublie rapidement, donc je vous suggère vraiment pour ceux qui sont intéressés à faire le dépôt dès maintenant. La sélection des participants qui se fera le 9 mars 2008 et une réponse vous sera envoyée dans les jours suivants, tout simplement. Ça se fait, l'inscription par courriel, donc via l'adresse richeencouleurs@outlook.com, par la poste directement à la ville de Cap Santé ou encore, vous pouvez aussi consulter directement le site web de la ville de Cap Santé. Vous y trouverez toutes les informations ainsi que le formulaire. Rappelons que l'événement se tiendra les 23 et 24 juin prochains, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 16h30. Merci, Karine. Merci, Michel. Ce mercredi soir, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a couronné les lauréats des Grands Prix Santé et sécurité du travail pour la région de la Capitale-Nationale. La soirée a eu lieu à la chapelle du Musée de l'Amérique francophone. 2 entreprises et un organisme public se sont distingués, dont l'Aluminerie Alcoa de Deschambault, dans la catégorie Grandes entreprises pour ses méthodes de travail sécuritaires pour travailleurs au sol dans des zones de coactivité. Des mesures ont été mises en place, dont des lumières d'ailes au sol qui délimitent chaque zone, des barrières pour contrôler la circulation et un système de détection électronique qui signale la présence d'un travailleur au sol ou d'un véhicule. Parlons maintenant, en terminant, d'un concours, un premier concours qu'on vous offre à CJSR, c'est le concours sur le marathon de Neuville qui avait lieu le 14 octobre dernier en face de l'Hôtel de Ville. Philippe a pris justement des images de ce marathon et ce sera diffusé donc le 24 octobre. C'est à l'émission CJSR Sport, mardi le 24 octobre à compter de 18h30. En fait, il faut découvrir combien de fois vous pouvez apercevoir le coureur qui est vêtu du costume de Superman et son numéro de
de participation sur le dossard là, qui est en rouge et écrit en blanc. Alors, pour participer au concours, vous devez nous écrire à l'adresse concours, avec un S, .cjsr.hd, @hotmail.com. Alors, vous écrivez votre nom et prénom, votre numéro de téléphone et votre ville. Vous pouvez nous écrire à partir de 19h le 24 octobre jusqu'au 31 octobre à 18h. C'est un tirage qui aura lieu le 2 novembre, ici même à l'émission Info CJSR, et vous pouvez gagner un montant d'argent de 30 $. Alors, ne manquez pas donc ce premier concours. Écoutez CJSR Sport le mardi 24 octobre à compter de 18h30. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci beaucoup à Karine, merci à Tony, Stéphane et Philippe. Vous pouvez nous revoir justement sur notre site web si vous voulez. Et on se laisse avec la chanson thème de la Maison des Jeunes de Pont-Rouge qui est chantée par Véronique Vachon, une des intervenantes de l'organisation. Bonne semaine! Savoir